Donc, mon objectif est de faire la transition entre ce matin et cet après-midi. C'est-à-dire un matin très centré sur le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, et une après-midi qui sera plus centrée sur l'insomnie. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce titre un peu énigmatique, peut-être, psychologie de la santé, insomnie et SAOS. Parce qu'un de mes intérêts, en plus, dans le trépied physiologie psychiatrique, c'est l'aspect psychologique. Psychologie de la santé, non pas sous l'angle de la psychopathologie continentale dont on a la culture, mais celle d'une psychologie orientée vers l'action thérapeutique, qui est de l'ordre de la psychologie de la santé, et je vais vous présenter un peu ces concepts aujourd'hui. Et ça fait écho un peu à la présentation de professeur Virge Justice, c'est la psychologie de la santé, c'est écouter ce que les gens nous disent de thérapeutique qu'ils ont, et notamment écouter de ce que ça veut dire pour eux d'être en bonne santé. On va voir comment c'est important en médecine du sommeil, et écouter ça, ça ne veut pas dire qu'on perd de vue le regard physiologique ou médical, bien au contraire. Donc, la PPC, qu'est-ce que c'est? La PPC, c'est une machine. Alors, comme on ne sait pas trop l'auditoire qui a attiré cette journée SOPSI, je me suis dit, rappelons quand même, ça a été vu ce matin, mais le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est l'obstruction répétée des voies aériennes supérieures. Et la machine de PPC, dont vous avez les prestataires dans la salle à côté et qui ont soutenu cette journée en partie, c'est le fait de mettre une machine qui souffle de l'air dans le nez pour créer une pression positive d'air. Donc une attelle pneumatique libère les voies aériennes supérieures. Après, le sujet respire tranquillement. Alors c'est important de traiter le syndrome d'apnée obstructive du sommeil parce que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est une maladie parce que c'est quelque chose, c'est un signal physiologique qui, quand on fait rien, fait mourir les gens. Et c'est ça une maladie en fait. C'est un truc qui se produit dans le corps, qui a un marqueur physiologique, et ce truc, si on ne fait rien dessus, il conduit à la mort. Et clairement, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est une maladie parce que les gens qui ont des apnées obstructives du sommeil meurent. Après, la question, c'est est-ce qu'on les empêche de mourir avec les machines? Parce que c'est ça la deuxième étape, une fois qu'on a identifié une maladie, c'est se dire si une thérapeutique qui cible le marqueur physiologique perturbé améliore la maladie. Alors, la machine, globalement, son impact sur la survie est pas forcément très bien évalué, en tout cas pas forcément contre des machines contre placebo, mais on sait que le taux d'usage impacte l'efficacité de la thérapeutique, du moins sur les plaintes subjectives. La qualité de vie, c'est la FOSC, c'est l'échelle de qualité de vie classique en sommeil, l'échelle des Poir's, ou des marqueurs de somnolence comme le test de maintien d'éveil. Et globalement, il y a un seuil autour de 4-5 heures. Vous voyez, j'ai accentué l'effet de cette courbe autour de 4-5 heures qui fait que au-dessous, on considère que ce n'est pas efficace. Au-dessus, il est très probablement avéré que la machine est efficace et qu'il faut encourager les gens à utiliser leur machine plus de 4-5 heures par jour. Le problème de cette machine, c'est qu'elle n'est pas utilisée. Là, je vous ai mis, globalement, ça varie en fonction des études, donc j'ai pas mis de chiffres, mais en bleu ciel, tous ceux qui ont une machine, et en bleu foncé, ceux qui n'utilisent pas la machine, ou moins de 4 heures. Ça oscille dans les études entre 10 et 50% des sujets qui n'utilisent pas la machine. Alors, c'est un problème ça parce que ça veut dire qu'on a une partie importante des patients pour lesquels la société paye pour avoir une machine, qui n'utilisent pas la machine et qui vont quand même avoir les répercussions morbidité, mortalité attendues du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Or, la machine de PPC, elle est de plus en plus prescrite. Là, on voit la prévalence chaque année qui augmente, 10 pour 1000, globalement. Quand on arrive à 14 pour 1000, on est autour de 860 000 patients traités par PPC et on va passer le million, ou on a déjà passé le million de patients traités par PPC en 2018. Et l'incidence, elle aussi, augmente chaque année en appareil autour de 180 000 à 200 000 patients. Ce qui est énorme, pour le coup, pour la sécurité sociale. D'autant plus énorme si les patients n'utilisent pas leur thérapeutique. Donc, la machine de PPC, en fait, c'est pas qu'une machine qui souffle de l'air, c'est une machine connectée. Il faut avoir l'idée que dans le champ de la e-santé, le premier objet de e-santé utilisé, remboursé et massivement distribué, en fait, c'est pas les montres connectées, c'est pas, je sais pas quelle application sur le web, c'est la machine de PPC, remboursée, 1 million de patients qui télétransmettent tous les jours, toutes les nuits des données de santé. Et ça, c'est pas pour juste fliquer les gens, c'est pour pouvoir recueillir des données et essayer d'optimiser la prise en charge pour que les patients utilisent bien la machine. Et pour encourager ça, les prestataires ont des conditions de remboursement à la semaine, donc 17 € la semaine, qui dépendent du taux d'usage. Quand ils sont inférieurs à 4 heures, 112 € sur 28 jours, leur prix passe à 16,50 € et quand ils sont inférieurs à 52 heures, ils gagnent presque plus d'argent. Enfin, je pense qu'ils gagnent encore de l'argent, mais ils nous disent qu'ils gagnent plus d'argent à 7 € la semaine. Probablement qu'ils n'en gagnent pas beaucoup, en tout cas moins.
Mais ça, c'est une situation donc, qui va encourager les prestataires et le monde du sommeil fortement, hein, quand vous avez un encouragement comme ça financier important de tripler votre gain quand le sujet utilise, à faire que le sujet ait une bonne observance de la thérapeutique. Une bonne observance de la thérapeutique. Et là, ça soulève la question de c'est quoi une bonne observance de la thérapeutique? On évalue ça d'un point de vue médical, l'observance à la thérapeutique. Quelles sont les variables qui influencent cette observance? Alors c'est vraiment un hot topic, un sujet d'actualité. Là vous voyez le nombre de publications qui augmente en fonction des années sur le thème de l'adhésion au traitement et de l'observance au traitement. Et à partir de 2004, ça explose le nombre de publications sur cette thématique. Et c'est un hot topic étonnant parce que alors qu'avant on utilisait des machines qui étaient très grosses, qui soufflaient de l'air, qu'on réglait avec des manomètres, et que maintenant on utilise des machines beaucoup plus intégrées, plus optimales, c'est maintenant qu'on a des machines plus efficaces, qui sont censées être mieux tolérées, avec des pressions qui s'ajustent automatiquement, tout ça, que là, la communauté commence à se dire, mais c'est quand même problématique, bien qu'on ait amélioré les machines, les gens continuent à ne pas utiliser la machine. Donc ça soulève des questions, et la communauté scientifique de la médecine du sommeil s'est intéressée à ces enjeux. En théorisant autour de deux concepts, qui sont centraux, que vous avez probablement en tête, autour de l'éducation thérapeutique, tout ça, cette dichotomie que je vais vous présenter, mais qui est particulièrement prégnant dans le monde du sommeil. Ces deux concepts autour de la tolérance et l'adhésion. La première raison pour laquelle on utilise une thérapeutique, c'est parce qu'elle ne me fait pas de mal. C'est la tolérance. Si la thérapeutique ne me fait pas de mal, je l'utilise. Si j'utilise des antidiabétiques oraux qui me créent des effets secondaires, je vais être moins encouragé à les utiliser. Si j'utilise une machine qui altère mon sommeil et qui a des effets secondaires, je vais être moins amène à l'utiliser. Mais le deuxième élément qui fait qu'on utilise une thérapeutique, c'est que ça me fait du bien. C'est que c'est bon pour ma santé. C'est pas simplement que ça enlève la maladie, c'est que quand je prends le traitement, je me sens mieux. On peut essayer de demander à un patient souffrant de schizophrénie s'il se sent mieux avec de l'aldol, des canoases, tous les mois, dans les fesses, je sais pas. Vous voyez? Mais en tout cas, centrer le discours sur la santé, c'est un élément très essentiel et c'est ce que je vais vous proposer au cours de cette présentation. Alors, ce n'est pas des concepts farfelus de psychologues au fin fond de leur laboratoire de psychologie qui recueillent au fin fond pour la recherche. C'est vraiment des enjeux majeurs en médecine du sommeil. La Sleep Medicine Review, c'est une des plus grosses revues de médecine du sommeil. Il y a deux revues importantes avec des auteurs comme Colin Espy et Terry Weaver qui ont fait des revues très intéressantes sur ces concepts de tolérance et d'adhésion. On a fait la revue dans la médecine du sommeil, on pourra vous transférer ces éléments. Et donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir, d'explorer ces concepts de tolérance et d'adhésion au traitement, qui sont deux concepts essentiels pour essayer de faire que les sujets utilisent plus de 4-5 heures leur machine de PPC. Alors, la tolérance, elle est liée au fait que les premières machines a soufflé de l'air et a soufflé de l'air. Donc, ça pourrait être mal toléré pour un certain nombre de facteurs, qu'on va dire, que j'appelle biomédicaux, en tout cas, qui sont d'ordre morphométrique, liés à la maladie, de facteurs cliniques ORL, cutanés, digestifs, l'aérophagie qui peut être entraînée par la PPC, somnologique, l'insomnie, ou psychiatrique, avoir une dépression conduit à moins adhérer à un traitement, ou des facteurs liés au traitement, l'intensité de la pression. Globalement, pour simplifier, on peut tourner autour de deux gros facteurs. L'interface de la PPC, comment le masque souffle de l'air dans le nez, et puis est-ce que ça réveille le patient la nuit quand il met la PPC. C'est des facteurs importants d'effets secondaires de la PPC qu'il s'agit d'essayer de contrôler. Alors, les premières études, elles se sont centrées sur la tolérance de ces traitements. Et ce n'est pas par hasard, ces machines-là, on les a appliquées. Je vous ai mis Sullivan, un des inventeurs de la machine de PPC, puisque c'est lui qui a fondé la société ResMed, qui est un des sponsors de la journée. Il a appelé sa machine humblement la Sullivan. Il s'appelait Sullivan. La Sullivan 1 et la Sullivan 2. Au moins, après ça s'appelle ResMed. Et donc l'idée, eh bien, ça c'est les schémas de Sullivan, de souffler de l'air pour libérer les voies supérieures. Donc ce qu'il faut qu'on s'assure, c'est que les sujets tolèrent bien cet acte. Et on voit la position du médecin, là, paternaliste, qui applique sur le patient, de manière passive, le patient étant passif, cette machine de PPC. C'est bien l'angle de toute la tolérance, et dans sa grande bienveillance,
le médecin doit faire en sorte qu'il l'homme non nocere. Hein, on ne va pas trop l'embêter avec la machine, mais il faut quand même qu'il la porte. Portez-la, la machine, c'est bon pour votre santé. Mais votre santé, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ce que je sais, c'est qu'il faut traiter vos apnées du sommeil, et je vais faire en sorte que ça ne vous embête pas. Donc ça, c'est cette vision-là, j'ai mis cette image spontanément parce qu'on dirait une image d'un réanimateur, quoi. Vous voyez, le patient, il peut être mort ou vivant ou anesthésié, c'est pareil, quoi. Il faut lui libérer les voies aériennes supérieures. Donc, c'est un élément essentiel, la tolérance, mais on va voir que ce n'est pas suffisant pour aborder le problème de l'observance à la PPC. Malgré tout, c'est un élément essentiel, et vu que ça souffle de l'air par le nez, il faut des examens ORL très spécifiques, et l'ORL est un compatriote important en médecine du sommeil pour pouvoir évaluer cette sphère-là. Les apnées du sommeil sont plus une spécialité d'ORL que de pneumologue. Alors là, je porte la pensée de Pierre-Jean Monterol, mais c'est quand même quelque chose qui est une obstruction au-dessus du plancher glottique. Les pneumologues s'intéressent à tout ce qu'il y a au-dessous du plancher glottique. Mais ils disent que c'est leur spécialité quand même parce que c'est respiratoire. Pardon. Ah oui, j'avais pas. On va en discuter. Je me suis un peu emporté du coup. Juste, en plus, je suis professeur de physiologie. Oui, je sais, c'est pour ça. Donc maintenant, il faut que je redémarre la prise de conscience. Et notre carrière. Voilà, alors, parce que quand on est maître de conférence, l'objectif c'est d'être professeur en physiologie, parce que revenir en psychiatrie maintenant, ça va être compliqué. La physiologie, c'est mort. Hein. Ouais, mais c'est pour ça. C'est une discipline qui est passionnante parce que historiquement, elle est les racines de la médecine qu'on a oubliées. Mais redonner du pouvoir à la physiologie, c'est un de mes. Ah non, c'était pas ce que je disais. La physiologie qui est morte, c'est ta nomination. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, bon, revenons sur cette tolérance. Non, alors on va s'en sortir. Non, les pneumologues sont quand même importants parce qu'il y a une comorbidité pneumologique. Le syndrome d'obésité hypoventilation qui nécessite de la ventilation suicidique. Donc voilà. Donc il faut évaluer le nez avec des ORL, et ce que je vais essayer de vous mettre dans la présentation, c'est que continuellement je vais vous essayer de vous mettre des outils pratiques. Il y a des échelles pour évaluer cette respiration nasale, qui est un élément central pour l'adhésion, la tolérance pardon, du traitement par PPC, notamment l'échelle NOSE qu'on utilise nous, qui est d'essayer d'évaluer l'obstruction nasale, et on a fait dans cette volonté pédagogique, un peu comme ce qu'on avait fait à l'AESP pour la psychiatrie, de faire des supports minimaux pour comprendre la psychiatrie par les disciplines non psychiatriques. On a fait ça aussi au niveau ORL, proposer une fiche d'évaluation minimale pour les médecins non ORL. Ça nous paraît un élément central. C'est ne pas mettre de côté cet aspect tolérance. Mais quand on regarde la tolérance, ces facteurs biomédicaux, physiques, ça explique, quand on regarde l'observance, que 10 à 15% de la variance de l'utilisation. En fait, il y a d'autres facteurs qui expliquent l'observance à la thérapeutique, et c'est cette notion d'adhésion. Il faut que le sujet ait l'impression que c'est bon pour sa santé. Alors, je vous ai mis le passage de la représentation du réanimateur qui libère les voies aériennes supérieures de son patient endormi ou pas, à une image que j'ai trouvée là sur le site de ResMed. Ça, c'est avec ça que j'ai la liberté, quoi. Que ma vie redevient à moi, quoi, dans le monde. Bon, ça c'est la toute petite machine de ResMed. Mais quand on regarde cette notion que portent les prestataires, on voit les grands industriels de machines BBC, on voit clairement qu'ils ont un discours autour de la machine comme élément de liberté. Ça serait un paquet de Marlboro, il y a 30 ans, ça serait pareil, quoi. Mais maintenant, c'est une machine de PPC. Bon, on suppose que la machine de PPC est meilleure pour la santé que la Marlboro, mais l'imaginaire derrière, c'est la liberté, la santé. Faire ce que je peux, ce que je dois devenir grâce à la machine. Ou, sur le site français de Philips, le test du bisou. Ça veut dire, est-ce que je suis capable de dormir avec ma femme quand j'ai une machine de PPC? C'est un élément central qui n'est pas forcément vu par les médecins, mais dont les prestataires ont bien une idée. Hein. Des choses plus concrètes, comment je fais pour voyager avec la machine de PPC? Et puis, on voyait les discours des patients concernant la thérapie d'éveil, mais sur les sites internet des gros industriels, ResMed et Philips, on voit qu'ils rapportent plein d'histoires. La thérapie a changé ma vie. En clair, ça m'a redonné sens à ma vie de mettre la PPC. Et pareil pour Philips, partager des expériences, c'est un élément essentiel. Bon, c'est commercial, c'est industriel, c'est montrer que c'est des gentils et qui vendent des produits qui sont bons pour votre santé.
Mais c'est pas que ça. Ça fait partie d'un discours qui est en train de changer sur la médecine, qui a changé depuis plusieurs années, mais qu'on s'approprie progressivement en France, c'est un discours centré sur la maladie, un discours centré sur la santé. Et ça, c'est un élément essentiel. C'est pas un élément en l'air comme ça, c'est l'OMS elle-même qui porte cet changement de point de vue sur la maladie vers la santé. Au départ, la santé, vous savez, c'est cette définition qu'on prend tout le temps, c'est un état de complet de bien-être physique et mental, et pas simplement l'absence de maladie. Mais c'est un élément un peu passif, c'est un état complet de bien-être. La définition qui a été apportée en 84, c'est le fait que c'est la possibilité de mobiliser les ressources des gens pour répondre à leurs aspirations et satisfaire leurs besoins. Donc c'est toutes les ressources de la vie quotidienne et non le but de la vie. C'est comment je mets en place des stratégies, des actions qui me permettent de me développer, de m'épanouir dans la vie. Et il faut faire en sorte que les machines, les traitements qu'on utilise en médecine puissent être dans ce but. Les gens vont utiliser les thérapeutiques s'ils sentent que ça améliore leur vie, ça a changé ma vie. Ça veut dire j'ai retrouvé la possibilité de construire ma vie avec la machine, le VPC. Alors, c'est un aspect qui, comme ça, semble rhétorique et de l'ordre de la définition de la santé par l'OMS et de la bonne conscience OMS. En fait, c'est pas que ça. C'est un champ de recherche majeur pour la médecine. C'est un champ de recherche majeur qui suppose de faire des études d'évaluation scientifique et des outils de mesure des paramètres de santé qui permettent aux gens d'avoir cette impression-là. Et ça, c'est le champ de la psychologie de la santé. En fait, au sein de l'American Psychological Association, c'est même la branche la plus importante de recherche sur la psychologie. Elle s'intéresse au style de vie, à leur impact sur la santé, et elle cherche à promouvoir les comportements sains et les faire adopter. Et la psychologie de la santé, à part d'un paradigme complètement opposé à celui de la psychopathologie. C'est la psychopathologie, les dépressifs mettent des lunettes noires parce que, vous voyez, dans un truc d'inconscient et de trucs négatifs sur eux-mêmes, ils se punissent de quelque chose et ils mettent des lunettes noires pour aggraver leur dépression. Je grossiérise le trait, mais c'est un peu la vision de la psychopathologie. La vision de la psychologie de la santé, c'est je fais des actes rationnellement avec ce qui me semble être bon pour moi. C'est-à-dire, si je mets des lunettes noires, c'est peut-être que j'ai une perception hypersensible de la lumière quand je suis hippomane, et mettre des lunettes noires, ça améliore la douleur que j'ai aux yeux quand je mets de la lumière. C'est le fait de penser que les gens fument, pas pour faire un suicide à distance, mais parce que c'est bon pour la santé. Quand tu fumes, tu penses au départ que c'est bon pour ta santé. Et ça, ils pensent que c'est bon pour leur santé parce qu'ils ont des représentations par rapport à ce qui se passe. Et donc, un des principes fondamentaux de la psychologie de la santé, c'est que les gens se font des théories sur ce qui est bon ou mauvais pour leur santé, et ils agissent en fonction de cette théorie, qui n'est pas forcément celle de la théorie savante du médecin. Ils construisent une théorie profane. Ceci est bon ou pas bon pour ma santé. Et j'agis en fonction. Vous êtes tous à penser que le soleil, c'est bon pour la santé, qu'il faut aller à la plage l'été. C'est complètement faux. C'est complètement faux d'un point de vue dermatologique. Mais on est tous à penser et à agir et à aller sur les plages parce qu'on pense que c'est bon pour ma santé d'aller s'exposer au soleil. Alors c'est probablement bon pour sa santé parce que ça fait des relations sociales, que ça intègre dans le sens de ta vie quelque chose qui est important, mais au niveau médical, il faut réussir à articuler nos représentations à celles des représentations des patients. Et c'est ce que fait la psychologie de la santé, essayer d'évaluer ces facteurs qui influencent ces représentations des gens et comment mettre en place des stratégies thérapeutiques ou de prévention qui soient ajustées à cela. Le champ de la psychologie de la santé a été importé en fait, par une professeure de psychologie de Bordeaux, Marie-Lou Bruchon-Schweitzer. Marc Bourgeois, un des professeurs de Bordeaux aussi, s'était intéressé à ça. Ça rame un peu encore quand vous allez dans les librairies de médecine ou de librairies, quand vous regardez le champ psychologie, il est tout petit, hein, le truc de psychologie de la santé. Quand vous regardez par contre le rayon psychanalyse, psychopathologie, mais vous avez un rayon là, de la tireté de ce mur, ce qui pose quand même question. Hein. Parce que la psychologie de la santé, elle a ses données, ce que je vous disais tout à l'heure, deux éléments. Évaluer les concepts avec des outils psychométriques validés et regarder si les modèles
qu'on pouvait créer à partir de l'évaluation mesurée de ces concepts avait effectivement un impact sur la santé des gens. Donc il y a différents modèles qui sont développés par la psychologie de la santé. L'idée n'est pas de vous les décrire tous. On a fait là aussi, dans l'esprit un peu de la ESP, un corpus minimal de connaissances sur la psychologie de la santé qu'on pourra vous diffuser au corps avec un schéma. L'idée est quand même la suivante. Ça, c'est une revue sur l'adhésion au traitement par BPC. C'est quand vous avez un effet secondaire, par exemple une obstruction nasale et une mauvaise tolérance nasale de la BPC. En fait, l'explication de la mauvaise tolérance par cet effet, de la mauvaise adhésion par cette mauvaise tolérance, est très faible parce qu'il y a des variables qui influencent grandement l'impact. Et ça, c'est des variables psychologiques. Par exemple, ce patient-là, au-dessus, peut avoir une obstruction nasale, mais s'il a un sentiment qu'il peut agir sur cette obstruction nasale, si on lui donne un traitement pour désobstruer, s'il a l'impression d'être compétent dans ce traitement, s'il est dans une dynamique on dit de coping, d'ajustement avec cet effet sonore, qu'il croit que pour lui c'est bon de pouvoir mieux respirer par le nez pour pouvoir mettre la machine, qu'il sent que quand il respire mieux par le nez, la machine est plus efficace pour lui et qu'on lui donne la capacité de le voir, et bien ça va avoir, cette obstruction nasale va avoir un faible impact sur l'observance. Tandis que si c'est un patient qui pense que quoi qu'il fasse, de toute façon, il est malade, c'est quelque chose qui lui échappe, que quand il commence à essayer le traitement, les petites améliorations qu'il a commencé à avoir, on ne lui a pas permis de focaliser un peu dessus, d'en prendre conscience, mais peut-être que ça va échouer et qu'il va avoir un fort impact de l'obstruction nasale sur l'adhésion. Alors, quelles sont ces variables ? Il y a différents modèles en psychologie de la santé. Le problème, quand on est dans le champ de la psychologie par rapport au champ de la physiologie, c'est que, contrairement à la physiologie, qui est une discipline structurante pour la médecine, la psychologie est multiparadigmatique. Vous l'avez compris, en psychiatrie, on est vraiment là-dedans. Bon, elle a réussi, la psychiatrie, à réduire un peu son nombre de paradigmes par notamment le DSM, et je pense que c'est un des effets bénéfiques de ça, de faire fonder le cadre nosographique, mais ce n'est pas un cadre physiologique, donc on pourra en discuter à un autre moment. Mais voilà, mais la psychologie multiparadigmatique, donc il y a différents modèles de variables identifiées, mais ce qui est important de voir, c'est que c'est des variables qui influencent le lien entre un effet d'une machine et l'observance à la machine. Donc différents modèles en fonction de la littérature, et toujours des modèles, des variables physiques, et puis des variables psychosociologiques, on dit, centrées sur les dimensions de personnalité du sujet. Est-ce qu'il est à même à penser qu'il peut agir sur sa santé, et surtout deux facteurs importants, les croyances et les perceptions au sujet de la maladie et au sujet de la BPC. Ça paraît bête, mais en fait, un patient qui pense que le syndrome d'apnée du sommeil est une maladie mauvaise pour sa santé va mieux mettre la machine de PPC qu'un patient qui pense que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil n'est pas une maladie et n'est pas mauvais pour sa santé. Sauf qu'il fallait encore le prouver, l'évaluer et le prouver. Et ça, c'est un champ de recherche important. Et il faut le prouver. Et quand vous regardez la littérature, il y a quand même plus de littérature sur la tolérance que sur l'observance, que sur l'adhésion. Et la littérature, elle se répartit assez bien. Vous avez, alors là, c'est pas vraiment une attaque, c'est que si on regarde la bibliographie, les revues de pneumologie centrées plus organiques publient beaucoup de littérature, et on voit moi j'ai les alertes PubMed sur observance à la BBC, vous avez les alertes des revues de respiratoire, et il y a toujours l'obésité ou l'obstruction nasale ou de facteurs de désaturation qui sont des facteurs d'observance, et puis vous avez des revues plus ouvertes vers ces aspects comportement. Et là, vous voyez d'autres variables. L'idée, c'est pas d'opposer, c'est que ces deux variables, elles s'intègrent dans un modèle cohérent de notre approche médicale de la maladie et du traitement. D'inclure à la fois, j'ai mis en bleu continuellement les variables physiques et en orange les variables de psychologie de la santé, des variables autour de la perception de la maladie et du risque de la maladie et de l'effet des thérapeutiques. Chacune de ces représentations associées à des barrières ou des bénéfices, c'est compliqué ou ça peut m'apporter, et une variable extrêmement importante, le sentiment que je suis capable d'agir. Si je n'utilise pas la BBC, j'augmenterai mes chances de faire une crise cardiaque, l'aspect cardiologique. Et puis, la dimension très importante, la self-efficacy, j'utiliserai la BBC même si cela peut congestionner mon nez. Est-ce que les patients répondent oui ou pas à ça? Et vous vous rendez compte, avec cet outil, on peut évaluer de manière fiable cette dimension-là, et on peut évaluer et mesurer
la part d'impact de la self-efficacy sur l'observance au traitement. Et dire par exemple que ça, cette question, j'utiliserai même si cela peut congestionner mon nez, prédit plus fiablement, de manière plus importante, l'observance que simplement la mesure de l'obstruction nasale. Et le passage, l'obstruction nasale en soi est une variable importante, mais importante au regard de la capacité que le sujet a de faire avec cette obstruction nasale. Donc on a validé cette échelle dans une revue de pneumologie. Alors c'est intéressant cette échelle parce que en France, alors Pierre-Philippe il m'a fait écrire que c'était grâce à ses travaux, mais bon, les gens ont une forte perception du risque lié à la somnolence du syndrome d'apnée du sommeil. Il a dit, il aime le dire, c'est mon chef. Il aime dire, grâce à ses travaux, il a réduit la mortalité, il a plus sauvé de vie qu'un réanimateur, grâce à ses travaux sur l'éducation à la somnolence au volant. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, dans cette échelle, les gens étaient très fortement conscients du risque lié à la somnolence, lié au syndrome d'apnée du sommeil. Par contre, alors Jean-Louis Pépin va être moins content parce que le risque cardiologique, mais il était beaucoup moins connu. Et ça, c'était une différence par rapport à la population anglo-saxonne. Alors, elle est très utilisée, c'est comme ça, on a fait la revue, je vous passe, et elle est importante, et je vais vous montrer les résultats pour finir sur l'adhésion, mais c'est un peu le message que je vous dis. Quand on utilise cette échelle, on peut évaluer la part d'impact de ces variables de psychologie de la santé sur l'observance à la thérapeutique, et un peu comme ce que Pierre-Alexis vous montrait tout à l'heure, on peut faire des régressions, enfin c'est des méthodes statistiques pour évaluer les variables significatives impliquées dans l'observance au traitement. Et on peut voir que là, c'est la dimension self-efficacy qui est le plus importante. On a testé différents modèles, mais c'est bien la variable, plus que la perception même, c'est la capacité à faire avec la machine, qui est une variable importante de l'observance. Et également, on avait associé l'échelle d'insomnie, c'est ce qui permet de faire le pont avec les présentations prochaines. L'insomnie, les plaintes d'insomnie de maintien et d'endormissement sont des facteurs importants également d'observance à la thérapeutique. Et donc tout l'enjeu des voies thérapeutiques futures, c'est d'imaginer des thérapeutiques qui utilisent la machine, et qui ne soient pas que centrées sur la machine, pour pouvoir augmenter le sentiment des gens de pouvoir faire avec la santé, faire avec leur sommeil, l'hygiène de sommeil, les thérapies de l'insomnie, on va voir ça juste après, faire avec la machine quand on l'utilise, pour que j'ai l'impression qu'elle soit utile pour moi, et améliorer ça par les outils qu'on va vous présenter, également tout l'enjeu technologique que représente la possibilité d'avoir ces objets qui transmettent de l'information, qui donnent un feedback d'information au sujet. Il y a tout un champ de recherche aussi qui est que ces objets connectés qui renvoient de l'information pour ajuster le prix de remboursement chez les prestataires soient aussi des informations qu'on donne aux patients pour qu'ils puissent avoir une conscience plus importante du fonctionnement de la machine et du contrôle de cette machine. Et c'est tout l'enjeu d'une médecine du sommeil qui soit conscient à la fois des bases physiologiques de ces maladies, mais des enjeux psychologiques que représentent les thérapeutiques en médecine du sommeil et en médecine plus généralement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Arthur. Est-ce qu'il y a des questions? Bah oui, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Arthur pour ce propos qui était à la fois brillant et passionnant, et je te rassure, tu as un bel avenir devant toi. J'étais frappée quand même parce que tu portes un message qui est très fort sur la psychologie de la santé et sur l'adhésion, mais en fait tu passes ton temps à faire des allers-retours entre le terme observance et le terme adhésion, et je pense qu'effectivement, et tu as souligné le défaut des pneumologues ou des gens qui travaillent sur les apnées du sommeil, de toujours parler de l'observance au traitement, et ce n'est pas l'observance au traitement qui nous intéresse, c'est l'adhésion. Et on va peut-être rappeler en 2 mots que l'adhésion, c'est une question de contrat passé entre un médecin ou une équipe médicale et un patient, et que les fameuses 4-5 heures d'observance dont tu parles, ce n'est pas forcément l'adhésion que l'on souhaite pour Monsieur X ou Madame Y. Et donc je pense que c'est vraiment important de séparer les concepts d'observance et d'adhésion, parce que l'observance, c'est la prescription médicale, l'adhésion, c'est le contrat négocié avec le patient pour répondre à sa situation, comme tu l'as très très bien expliqué. Il y a quelque chose que tu as cité à plusieurs reprises qui sont, des éléments que tu as cités à plusieurs reprises qui sont les représentations. Ce que tu as présenté là sont des échelles validées quanti pour
évaluer la self-efficacy, mais comment est-ce que tu vois l'abord de cette espèce de chambre noire qui est celle des représentations? Mais en fait, alors, c'est sûr que le champ des représentations est un champ vaste, et à un moment, il faut réduire un peu par des questionnaires. Alors, il y a tout le champ de la recherche qualitative qui peut s'approprier, mais le problème, c'est que les données qualitatives sont difficiles à joindre. En fait, l'échelle SAMSA, je suis passé très vite pour être dans les temps, mais il y a une dimension self-efficacy qui est, j'utiliserai la PBC même si je dois apporter un masse serré, même si mon nez était congestionné. Il y a 3 dimensions en fait dans la SAMSA. La dimension self-efficacy et 2 dimensions sur les représentations. Celle de la représentation de la maladie, des effets secondaires, et celle des représentations de la machine de PBC. Mais c'est vrai que ça n'explore pas des représentations plus fines qui sont celles des représentations des barrières par rapport à la thérapeutique et celles des représentations des bénéfices vraiment personnels. Donc ajuster ces échelles, tirer de ces échelles toutes les informations ou construire des échelles qui permettent de bien explorer les représentations, c'est encore un enjeu, et il y en a plusieurs mais qui sont très peu utilisés. On a fait la revue complète dans Médecine du sommeil du coup de toutes ces échelles. Il n'y en a que 2 autres qui sont des échelles de représentation validées par Jean-Luc Bépin, l'AKT et une autre. Enfin, c'est des échelles de représentation qui sont un peu différentes de la SAMSA. Il n'y en a que 2 en français, et quand on regarde l'AKT, elle a dû être citée 5 à 10 fois dans la littérature. Alors, pardon, je ne vais pas monopoliser le micro, mais je vais aller un tout petit peu plus loin. Je suis une béotienne absolue, vous l'avez compris, je suis pneumologue, en termes de représentation, par exemple, moi j'avais été extrêmement frappée par un cas arrivé il y a 3 ans, où en fait la représentation inconsciente de la PPC, c'était le lien à la mère avec le placenta et le cordon ombilical. Ça, c'est voilà. Ces échelles, elles explorent pas. Voilà, on est bien d'accord. Et donc c'est aussi ces dimensions-là qu'il faut... Enfin, évidemment, on ne va pas transformer le traitement du syndrome d'apnée du sommeil en psychanalyse à 3 balles. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi connaître les limites de ces outils quantiques. C'est des limites, mais c'est toujours quand on est interne ou jeune interne de psychiatrie, on se dit oh, je vais pas passer une échelle, ça réduit l'humanité que j'ai avec les patients. Vous savez, vous avez tous été les jeunes internes, on a fait ça quoi. Mais en fait, les échelles, c'est pas tant qu'un réduit, c'est qu'elle porte l'attention sur le fait que cette dimension est à aller explorer. C'est que même si cette échelle réduit et n'explore pas toutes les dimensions, elle est intéressante parce qu'elle permet de sensibiliser les praticiens au fait que leur poser la question. Moi, la première question que je me pose dans le suivi de la VPC, c'est qu'est-ce que ça vous avez, pourquoi vous la mettez pour vous quoi. Ils me disent ah mais ça réduit l'IH. Non, je sais le prestataire vous a dit ça réduit l'IH, mais pour vous, ça vous a amélioré sur quoi? Et je pense que ça c'est une question importante parce que sinon on se focalise sur l'IH et on dit que le traitement est très efficace parce que l'IH est réduit quoi. Mais c'est pour ça ces outils, c'est des outils de sensibilisation des praticiens pour qu'ils pensent dans leur pratique clinique à explorer ça et à tomber sur des représentations dont on n'aurait pas eu l'idée. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que ces échelles, elles sont faites à partir de données qualitatives. Ah oui. Aussi, elles ne tombent pas du ciel et elles ne sont pas décidées comme ça. C'est quand même, il y a des caractéristiques psychométriques pour faire ces échelles-là. Et après, quand même, je dirais, c'est vrai que c'est difficile de faire de la bonne recherche qualitative, mais il y a quand même de la bonne recherche qualitative et on peut en faire. Il y aurait une approche phénoménologique un petit peu plus fine, parce que c'est vrai que c'est un appauvrissement quand même quand on tente de faire une échelle, quoi. Merci beaucoup Jean-Arthur, parce que c'est vrai que c'est un problème qui est particulièrement crucial, et ce d'autant quand on essaie d'appareiller des patients qui sont atteints de pathologies psychiatriques associées. Et je pense que dans les représentations, c'est qu'il ne faut pas se louper non plus, parce qu'il y a des fausses bonnes idées. Et notamment, moi, en psychiatrie, quand les prestataires ont le malheur de dire aux patients « attention, vous n'allez plus être remboursé », c'est rédhibitoire, la machine est complètement interrompue. Et ça, c'est un vrai gros souci d'éducation aussi des personnels non médicaux ou qui n'ont pas cette culture justement de l'adhésion et des facteurs qui la sous-tendent, et qui vont en fait avoir des discours complètement contre-productifs. Et ça, c'est un combat de tous les jours, et nous, les infirmières psy, ont un rôle prédominant dans l'éducation thérapeutique, parce qu'en fait, elles permettent de vraiment retravailler toutes ces composantes dont tu as fort bien parlé. Par contre, ça me donne une idée, je vais essayer d'utiliser la SAMSA parce que je ne le fais pas.
Alors sur le prix, c'est intéressant parce que dans l'analyse psychométrique de l'échelle, il y a une item qui s'appelle si j'utilise la PPC, non, c'est quoi? C'est j'utiliserai la PPC, c'est dans la self-efficacy ici. J'utiliserai la PPC même si je dois payer une partie de son coût, qui est un item qui faisait partie de la dimension self-efficacy dans la version anglaise. Elle est complètement en dehors des clous dans la version française. C'est-à-dire qu'en France, ça vous pouvez être sûr, personne n'utilise une thérapeutique si ça doit payer pour ça. Et bon, mais c'est aussi le système de santé français qui est positif pour ça, mais sûr dans les représentations des gens, un item qui sortait, qui était corrélé à aucun des autres, qui réduisait la cohérence interne de la dimension, c'est l'alpha de Cranmar, enfin tout ça, c'était l'item j'utiliserai la BBC si je devais payer pour une partie de son coût. Donc c'est sûr que c'est contre-productif complètement quand on dit si vous n'utilisez pas, Mais ça, c'est des messages à tout prix à faire passer. Ce sont des messages à faire passer parce qu'actuellement, c'est quand même ce que les autorités veulent à tout prix mettre en avant. Et alors qu'en fait, c'est un anti-soin de première classe, quoi. J'ai mis les conditions de remboursement parce qu'il y avait eu tout un débat effectivement que le monde du sommeil connaît sur les conditions de remboursement, ça serait les patients qui seraient plus remboursés. Et ça a été retoqué à la Cour constitutionnelle, c'est pour ça. C'est la Cour constitutionnelle qui l'a retoqué. Et donc l'idée, c'est que c'est aux prestataires de porter la responsabilité du coût et ce sera eux qui seront moins remboursés. Mais ça arrive à des trucs où les prestataires nous appellent pour nous dire ce patient utilise moins de 3 heures, on va le retirer. Voilà, exactement ça. Donc il faut qu'on fasse attention un peu à comment va évoluer le soin parce qu'ils vont augmenter l'observance moyenne de leurs patients. C'est comme les écoles privées pour passer la première année de médecine, quoi. Si vous prenez que les meilleurs, vous avez un taux de réussite de 90% au concours d'entrée dans votre école privée. Or vous avez sélectionné à l'entrée et pas à la sortie, quoi, de votre école. Est-ce qu'il y a des questions pour Jean-Arthur encore? Sinon on va passer au topo suivant.